Le ministre des Affaires étrangères iranien a en fait publié une tribune dans le Wall Street Journal. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à obtenir du temps d'antenne, Abbas Araghchi, sur Fox News. Dans l'article du Wall Street Journal, il affirme que contrairement à la retenue dont l'Iran a fait preuve en juin 2025, cette fois, ils n'ont aucun scrupule à riposter avec tous les moyens dont ils disposent. Nous ne pouvons pas en apprendre beaucoup plus à cause du mur payant du Wall Street Journal, qui est pratiquement impénétrable. Mais dans cet avertissement, il déclare « Contrairement à la retenue dont l'Iran a fait preuve en juin 2025, nos forces puissantes n'ont aucun scrupule à riposter avec tout ce que nous avons lors d'une attaque à distance. Ce n'est pas une menace, mais une réalité que je ressens le besoin d'exprimer explicitement. » Eh bien, je pense qu'à ce stade, il faut, vous savez, simplement examiner le quotient de rationalité de l'administration Trump entre Tel Aviv, ou Israël, et Washington. Ce n'est pas une bonne équation. Et puis, la possibilité d'utiliser ou de déployer des armes nucléaires, je pense que la probabilité est assez, enfin je ne veux pas dire élevée, mais plus élevée qu'avant, parce que les enjeux sont tout simplement incroyables. Pour Israël, c'est un problème existentiel. Et, vous savez, comme Larry l'a dit, il a été démontré de manière conventionnelle que si les États-Unis n'étaient pas intervenus à la fin de la guerre de 12 jours, je pense vraiment que les coups qu'Israël subissait, si cela avait continué encore 14 jours, avaient un très fort potentiel de déstabiliser complètement le gouvernement Netanyahou et la société israélienne. Parce qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Israël était tellement désespéré qu'il avait imposé une restriction sur les départs du pays pendant qu'il était bombardé par des missiles iraniens. Je veux dire, imaginez simplement cela. Vous êtes bombardé chaque nuit depuis le ciel et votre gouvernement vous dit que vous ne pouvez pas partir parce que le gouvernement israélien craignait vraiment de perdre le contrôle d'un grand nombre de ses réservistes sur le plan militaire. Il gère encore le fiasco à Gaza. Donc vous savez, pour eux, c'est une question existentielle. Pour l'administration Trump, c'est aussi une question existentielle parce que c'est une question de crédibilité. Et j'ajouterais que lorsque nous avons vu à la fois True Promise 1 et 2, et Larry a tout à fait raison de pointer du doigt la Jordanie, même si l'Irak fermait son espace aérien à toute frappe israélienne ou américaine contre l'Iran, cela ferait une différence incroyable. Ce serait le jour et la nuit. Cela restreindrait vraiment Israël et les États-Unis. Mais si l'on regarde ce qui a été activé, réfléchissez-y. De Djibouti à Diego Garcia, au Golfe Persique, à la Méditerranée, tous les moyens navals que les États-Unis avaient stationnés au large des côtes du Levant, au nord de la base aérienne d'Ensirlik, toutes ces 2 douzaines d'installations militaires environ dans le nord-est de la Syrie, ce qui reste en Irak, ainsi que les autres positions américaines dans la région, en Arabie Saoudite, au Qatar, et ainsi de suite, la flotte à Bahreïn. Tout cela. Et il fallait vraiment comprendre qu'à ce moment-là, on a vu tout cela être activé. Tout a été activé. Ainsi, l'ensemble de l'empreinte militaire des États-Unis d'Amérique en Asie occidentale a un seul objectif. Et nous avons vu cet objectif démontré à 2 reprises. Il s'agit de fournir un périmètre de défense et une enveloppe de protection pour l'État d'Israël, qui est à peu près de la taille du New Jersey. Donc, si c'est ce qu'il faut, et si c'est ce que cela coûte par an, nous parlons de notre aide à Israël, ajoutons le coût total de tout cela. Cela fait partie du coût annuel de la défense de l'État d'Israël que les États-Unis financent. Cela a été très clairement expliqué lors de ces 2 échanges quant à ce que cela signifie. Donc, si c'est ce qu'il faut pour que ce tout petit État existe et fasse ce qu'il fait, mener la campagne qu'il mène contre ses voisins depuis des décennies, mais surtout ces dernières années,
Est-ce durable? Dites-moi, financièrement et politiquement, le prix que l'Amérique et la région paient pour que l'État d'Israël mène une guerre continue contre tous ses voisins, est-ce vraiment un prix que les gens vont accepter de payer indéfiniment? Et je ne le pense pas. Cela commence à s'essouffler. On a vu des actions extrêmement audacieuses de la part des Saoudiens, de la Turquie récemment. On assiste à une reconfiguration des intérêts et des blocs de pouvoir dans la région. Je pense donc qu'on peut dire sans risque que les accords d'Abraham sont morts-nés à ce stade, car les gens se rendent vraiment compte, et je crois que c'est la frappe sur le Qatar lancée par Israël qui a provoqué d'immenses ondes de choc dans la région, que même un allié des États-Unis abritant une importante base militaire américaine n'est pas à l'abri de cet État voyou que les États-Unis sont déterminés à protéger. Mais pour revenir au point de départ, pourquoi les États-Unis attaquent-ils ou menacent-ils d'attaquer l'Iran? La raison ne cesse de changer. À l'origine, c'était parce qu'ils développaient des armes nucléaires, même si l'évaluation du renseignement américain, présentée tout récemment par Tulsi Gabbard, affirmait que l'Iran ne cherchait pas à fabriquer une bombe. Puis Trump a lâché la DNI et au lieu de démissionner par principe, elle a gardé le silence, est restée dans l'administration et s'est effacée publiquement par la suite. Elle aurait dû démissionner à ce moment-là. Cela aurait été la meilleure décision politique pour son avenir. Maintenant, elle va en gros être emportée par le courant de l'histoire avec MAGA. Mais bref, cela mis à part. Donc, l'Iran, maintenant, ce ne sont plus les armes nucléaires, puisque Trump prétend avoir détruit leur programme nucléaire. Maintenant, c'est la démocratie. Maintenant, on revient au modèle de Samantha Power, le néolibéral devoir de protéger, tu sais, le modèle de John Bolton aussi. Il y adhère également. Donc, il y a toutes ces raisons différentes. Mais tout a commencé avec la question nucléaire. Et tu sais, la fraude de tout cela ne peut pas être exagérée. Il y avait un accord en place pour contenir tout développement potentiel iranien, appelé le JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien. Et Donald Trump, sur ordre direct d'Israël, a tout fait capoter en mai 2018. Pourquoi? Pourquoi? Aucune raison n'a été donnée. Aucune raison n'a été donnée. La raison de Trump était, il a fait ce geste avec les mains. C'est un mauvais accord. C'est un accord terrible. Je n'aurais jamais signé cet accord. Jamais. C'est terrible. Il n'a jamais expliqué pourquoi c'est un mauvais accord. Il y avait des garants, l'Union européenne, la Fédération de Russie, je veux dire, il y avait de nombreux garants internationaux. C'est à peu près le meilleur traité, ou l'accord multilatéral le plus solide de ce genre qu'on puisse espérer obtenir. Mais je pense que certaines factions aux États-Unis ont probablement toujours eu l'intention de ne pas respecter cet accord. Les Européens n'ont certainement pas honoré leurs obligations financières non plus. Mais le fait est que c'était la solution. Et maintenant, on entend les génies de Washington, les experts en politique étrangère, dire que ce dont nous avons besoin, c'est d'un accord avec l'Iran pour s'assurer qu'ils ne chercheront pas à se doter de l'arme nucléaire. Je me dis, est-ce que j'entends bien? Tout ce vacarme vient d'Israël. La politique étrangère des États-Unis n'est pas indépendante. Donald Trump, l'administration Trump, est complètement sous l'emprise d'un gouvernement étranger et d'un lobby étranger opérant librement aux États-Unis. Il dicte chacun des mouvements que les États-Unis font dans la région. Et je dirais, pour finir, que c'est la raison pour laquelle les négociations entre l'Ukraine et la Russie sont un tel désastre. Parce que, pour Steve Witkoff et Jared Kushner, l'affaire Ukraine-Russie n'est qu'un à côté. La seule raison pour laquelle ils sont là, c'est à cause de Gaza, à cause d'Israël. Et c'est tout. Ils n'ont aucune connaissance, aucun intérêt, même pas.
Steve Witkoff ne prend même pas la peine d'apprendre les régions du Donbass. Il s'en moque. Tout ce qui les intéresse, c'est ce nouveau club de golf que Trump est en train de créer, appelé le Board of Peace. Et les cotisations sont plutôt élevées, environ 1 milliard par an ou 1 milliard de droits d'entrée, ou quelque chose comme ça. Et il a le Doral, tu sais, à Gaza, sur la Méditerranée. Franchement, c'est incroyable. Ce truc, je veux dire, on peut en parler. C'est l'une des plus grandes arnaques qu'on puisse imaginer. C'est une entité non étatique, en fait une entité corporative, où Donald Trump, même dans une entreprise, on ne peut pas être PDG à vie. Mais dans ce modèle, on le peut. Et il essaie essentiellement de s'en servir comme levier pour obtenir d'autres accords qui mettent la pression sur les Russes et les Européens via l'Ukraine, et ensuite sur l'accord concernant le Groenland également. Tout cela pourrait certainement s'effondrer. Cela commence à ressembler à un château de cartes, à cause du calendrier. Du point de vue de Trump, je ne pense pas qu'ils aient tout bien réfléchi, et ils n'obtiennent pas le soutien qu'ils espéraient à Gaza de la part des partenaires européens, de la Russie ou de la Chine. Donc, nous verrons bien ce qui se passera. Mais je n'arrive pas à croire que les Européens ne s'expriment pas plus largement et plus fermement pour le rejeter catégoriquement. Et cela est lié à l'Iran, car pour l'Iran, la question de Gaza et de la Palestine est centrale. C'est une autre chose que les gens en Occident ne comprennent pas. C'est pratiquement inscrit dans la constitution iranienne qu'ils défendront toute personne opprimée, comme les Palestiniens. L'Arabie saoudite n'a pas refusé, en réalité, ou du moins elle a refusé verbalement, d'autoriser l'utilisation de son espace aérien et des installations militaires américaines sur son territoire pour une frappe contre l'Iran cette fois-ci. Et quand Patrick a évoqué la frappe au Qatar du début de 2025, je me suis dit « Waouh, j'avais complètement oublié ça ». Mais c'est vrai, il y a clairement une tension à ce sujet. Et il y a eu des rapports selon lesquels les pays du Golfe, apparemment avec la Turquie, faisaient partie de cet effort pour arrêter Trump. Mais vos réactions à tout cela, même le Conseil de la paix, c'est encore pire, Patrick, je pense, quand tu as mentionné ça. J'ai l'impression qu'il faut payer 1 milliard dès la première année pour obtenir une adhésion permanente. Si vous pouvez rester là pendant 3 ans, si vous ne payez pas le milliard à Donald Trump lui-même, alors vous devez partir après 3 ans. Donc je suppose qu'il pense que le pays aura l'air ridicule si vous ne le faites pas. C'est une farce totale et absolue. Mais cela ignore aussi le fait que, comme vous l'avez dit plus tôt, le Hamas et la résistance sont toujours là et vont probablement continuer à gouverner. Cela va donc aussi se terminer par un grand affrontement, ce qui m'amène à vous, colonel Wilkerson. L'administration Trump n'est même pas capable de traiter cette situation à Gaza, qui est, vous savez, à peu près de la taille de Washington, D.C., un camp de prisonniers qui vient de subir un génocide. Je pense que le ministre omanais des Affaires étrangères, qui représente un pays qui, à mon avis, est l'entité diplomatique par excellence au sein du Levant, avait raison lorsqu'il a déclaré catégoriquement que la cause de l'instabilité dans cette région est Israël. Et notre presse n'a pas accordé beaucoup d'attention à cela, ce qui est compréhensible. Notre presse est en grande partie détenue par Israël, ou du moins certaines de ses rédactions et sections importantes le sont. Le New York Times, en tête du peloton, a dit « Il a raison, il a tout à fait raison ». Et de plus en plus de gens trouvent impossible de le nier, que ce soit vis-à-vis de leurs propres opinions publiques opprimées, d'eux-mêmes ou des deux, importe peu. Ils commencent à réaliser que c'est bien là le problème. Ainsi, comme cela vient d'être évoqué, ou dit, je suppose, les accords d'Abraham sont morts. Toute forme de contrepartie quelle, selon moi, est morte, du moins pour une génération d'Israéliens. I think is dead, at least for a generation if Israel even exists that long. I don't think it will. Si cela dure aussi longtemps, je ne le pense pas.
Un point plus important pour moi, cependant, est que dans cette situation à Gaza, nous assistons à ce que j'appelle une tentative de construire un monde hobbésien, dans sa forme la plus criarde et la plus brute. Nous voyons Bibi Netanyahou faire des déclarations du type « Eh bien, la phase 2 ne m'intéresse pas vraiment. Je ne vois rien dans la phase 2 qui me concernerait en quoi que ce soit. » Dans le même temps, Francesca Albanese, par exemple, a publié un rapport qui inclut, parmi d'autres critiques sévères d'Israël, l'affirmation que sous les décombres, nous allons enterrer non pas 60 000, ni 70 000, ni même 100 000, mais plutôt entre 5 et 600 000 Palestiniens morts, dont 75% seraient des femmes et des enfants. Je n'ai aucun mal à le croire, car j'ai travaillé sur ce sujet, et je sais que c'est bien plus sophistiqué aujourd'hui. J'aimerais voir quelqu'un au Pentagone de Hegseth faire cela. Je soupçonne qu'ils l'ont déjà fait. On utilise l'outil dont se sert l'armée pour évaluer les dégâts causés par les bombes. C'est bien plus sophistiqué que cela, et c'est réellement sophistiqué. On examine les matériaux avec lesquels les maisons ont été construites, ceux des rues, des sous-sols, du réseau d'eau. En d'autres termes, on étudie toute l'infrastructure dans les moindres détails. On observe la densité de population, la superficie approximative, l'ensemble de la situation. On analyse les munitions qui leur ont été larguées dessus, et on ne se limite pas aux bombes de 250, 500, 1500, 2000, 750 et 2000 livres qui ont toutes été larguées sans relâche. Vous examinez aussi les obusiers de 155, les plus gros, les plus petits. En d'autres termes, vous regardez l'artillerie, vous considérez les mortiers, les 4.2, les 4.1, vous analysez tout en termes de munitions tirées, à la fois en quantité et en méthode. Et vous prenez en compte d'autres facteurs qui influencent ce genre de situation. Il y a environ 10 critères et vous pouvez estimer assez précisément, à 3 ou 5% près, combien de personnes sont mortes. Et si vous faites ce calcul, vous trouverez au moins 200 000 morts. Alors, que va-t-on faire de ces 200 000 morts? Je vous laisse deviner 3 fois, mais les 2 premières ne comptent pas. Un bulldozer comme celui qui a tué Rachel Corrie, et bien d'autres encore, va parcourir ce territoire et le raser. Et nous allons avoir un cimetière pour au moins 100, peut-être 200 000, voire plus de Palestiniens, dont 75% sont des femmes et des enfants. Voilà le plan de Bibi. C'est ce que Trump comprend, j'en suis presque sûr, et auquel il semble consentir. C'est ce que nous allons faire. C'est probablement la plus grande atrocité de ce siècle jusqu'à présent. Et j'ai regardé le Soudan, j'ai observé beaucoup d'autres endroits. Celle-ci, et elle ne cesse de croître dans ses dimensions, parce que l'Empire l'a pleinement rendue possible. Je pense à Gaza et à ceci. Il va en faire les Nations Unies, a-t-il dit récemment. Ce conseil va devenir les nouvelles Nations Unies. Avec des personnages comme Tony Blair là-dedans, ce sera de grandes Nations Unies. J'aimerais voir Blair devenir le nouveau Guterres, secrétaire général de l'ONU. J'ai oublié de mentionner que les Nations Unies, de manière méprisable, ont apposé leur sceau sur toute cette affaire avec une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, au lieu de la condamner ouvertement. Si Kofi Annan avait été là, il serait debout sur sa chaise en train de condamner tout ce qui s'y est passé. Mais nous avons un secrétaire général de l'ONU sans courage. Prenons cela comme des commérages. Trump et Israël ont tous deux, en gros, mis un pistolet sur la tempe du Conseil de sécurité de l'ONU, en disant « Si vous n'approuvez pas cette résolution, nous allons de nouveau retirer nos gants et massacrer les Palestiniens, comme il y a 6 mois. » C'était donc en quelque sorte le marché. Et oui, Guterres n'a pas prononcé un mot pour critiquer cela. Mais Patrick, qu'est-ce que cela révèle? Avant que nous ne parlions du Groenland, de l'Europe, de l'OTAN et de tout ce fiasco,
avant que nous ne perdions le colonel Wilkerson. Je voulais simplement connaître vos dernières réflexions à ce sujet. Que dit tout cela des États-Unis à ce stade, de l'Empire, de l'administration de Donald Trump? L'idée même que ce conseil de paix puisse fonctionner à Gaza relève un peu de la plaisanterie. Je ne pense pas que quiconque y croit vraiment. Mais en même temps, l'administration se vante de vouloir détruire l'Iran. On dirait qu'il n'y a guère de possibilité pour aucune de ces choses, mais ça dégage presque une impression de désespoir. Quelle est votre analyse du lien entre ces deux aspects? Merci, mon ami. Je vais répondre à cela. Mais juste une précision à ce que Larry a mentionné à propos de la dévastation là-bas. Je dirais qu'il y a aussi un certain pourcentage de munitions non explosées. Et le nombre est incroyable. Par exemple, je suis actuellement à Plymouth, au Royaume-Uni, et ils viennent de découvrir une bombe non explosée de la Luftwaffe à environ 5 mètres sous terre lors d'un relevé sur un chantier. Ils ont dû fermer tout le pâté de maison, et il a fallu 3 jours pour la retirer en toute sécurité. En général, ils l'emmènent en mer. Il y a donc encore des équipes de déminage qui s'occupent d'anciennes munitions non explosées. J'ai aussi vu cela lorsque j'étais en Hongrie. Ils ont une grande équipe de déminage fluvial qui travaille sur le Danube, ainsi que sur d'autres sites de munitions non explosées partout en Europe. Donc, si l'on pense aux décharges de déchets toxiques, ainsi qu'au potentiel de l'uranium appauvri et aux munitions non explosées. Je veux dire, même si les Palestiniens restent à Gaza, ils devront faire face à cela. Ce sont des munitions non explosées américaines d'ailleurs, pour la plupart. Ils vont devoir gérer cela pendant des générations. J'étais au Liban. J'ai réalisé un documentaire sur les bombes à sous-munitions qu'Israël avait larguées dans le sud du Liban, que les équipes américaines de déminage nettoient encore aujourd'hui. Israël a refusé de fournir les données. Ils ont toutes les données de mission indiquant où ces bombes ont été larguées et a refusé de les transmettre aux autorités internationales afin qu'elles puissent rapidement identifier et éliminer toutes ces munitions non explosées. De nombreux enfants ont été tués dans le sud du Liban au fil des ans à cause de cela. Assemblés parce que ces engins ressemblent à des jouets. Mais juste pour remettre cela en perspective, les Américains n'ont aucune idée des dégâts qui ont été causés et qui continueront pendant des générations. C'est la première chose. Revenons au point de départ. Le Conseil de la paix est conçu pour contourner et en substance écarter le droit international. Et au moment où cela a été présenté, Israël a envoyé une équipe de démolition pour détruire et raser les bureaux de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies à Jérusalem. Franchement, pouvez-vous y croire? Tout le monde devrait s'en indigner. Mais cela fait partie de l'héritage de Gaza. Et avec l'administration Trump, l'objectif a été de démanteler et de saper l'ONU. Ils se sont récemment retirés de nombreux organes des Nations Unies et Israël a bloqué l'aide internationale. 66 organisations, je crois, ou 37, je ne me souviens plus du chiffre exact. Il y a donc une guerre en cours ici, qui s'étend jusque dans les institutions multilatérales. Cela fait partie du démantèlement. C'est une politique internationale et de puissance absolument obésienne, et cela devrait effrayer tout le monde. Trump essaie de remplacer la coopération et les accords internationaux par ses faux systèmes de Ponzi d'entreprises et ses organisations de type marketing multiniveau, où il faut payer pour entrer, et tout le reste, censé exister à perpétuité. Lui, sa famille et son cercle rapproché en seront finalement les bénéficiaires, en s'en servant pour négocier d'autres accords ailleurs. C'est tellement insidieux. La dernière chose que je dirais, c'est que j'en ai assez de voir Trump à Davos dire « J'ai arrêté plus de 8 guerres ». Quelle guerre Donald Trump a-t-il arrêté? Y a-t-il une preuve concrète et documentée de cela? Ou bien se base-t-on simplement sur sa parole,
selon laquelle il aurait passé un coup de fil à Modi. Parce que, pour beaucoup de ces guerres qu'il prétend avoir arrêtées, nous entendons de la part de dirigeants politiques de ces pays que Donald Trump n'a pas mis fin à ces conflits. Donc je vais prendre un risque, Danny et Larry, et je parierais que Donald Trump n'a arrêté aucune guerre parmi les 8 et plus qu'il revendique, et qu'il a en réalité déclenché une guerre non provoquée au Yémen, au Venezuela, en Iran, et même menacé le Danemark. Et Gaza compte, car les États-Unis sont clairement un co-belligérant à Gaza. Donc il a lancé et poursuivi 1, 2, 3, 4. Je vois donc plus 4 guerres, et non moins 8 et plus, comme Trump le prétend. Donc je pense que c'est un tas de foutaises. Et c'est triste de voir la presse de droite en Amérique répéter sans cesse ces clichés. Trump, je l'entends tout le temps à la radio conservatrice quand on conduit aux États-Unis. 8 guerres et plus, 8 et plus. D'où ça vient-il? Où est la documentation à ce sujet? C'est un tas d'ordures complet utilisé pour renforcer sa crédibilité en tant que président de la paix ou une sorte de médiateur international de paix et de bonne volonté. C'est une fraude totale, à un niveau tout simplement incroyable et difficile à comprendre, vraiment, parce que personne n'a jamais remis en question la provenance de cette affirmation audacieuse qu'il ne cesse de répéter et qu'il affiche fièrement, c'est l'écriteau sur sa porte. Monsieur Paix internationale, A plus guerre. Franchement, c'est incroyable.